On va démarrer. Donc, c'est une démo, best practice, good practice, Rex, tout plein de choses par rapport à Cursor AI et aussi par effet de bord sur un peu tout ce que j'ai pu voir, faire d'échecs, d'obstacles, de réussite avec les outils d'assistant au coding. Je n'ai pas utilisé que Cursor, il y en a aussi d'autres. Donc voilà, l'idée que c'est que je vais quand même me présenter. Donc moi, Pierre Vanier. Donc vous avez un scan si vous voulez me suivre sur LinkedIn. Bon, après, je parle beaucoup d'IA. Donc je suis software engineer, j'ai 25 ans d'expérience dans la tech. Je suis fondateur et président d'une ESN à Montpellier. Le siège est à Montpellier qui s'appelle Flint. J'ai un podcast que je co-anime qui s'appelle Y'a pas que la data. On en est à la 2e saison et qui parle d'IA et parle de data et qui marche plutôt pas mal. J'interviens assez régulièrement sur Tech & Co, BFM Business en tant qu'expert tech. Je fais une veille effectivement assez importante depuis 2 ans autour de l'IA. Notamment veille que je peux partager, il y en a pas mal ici et je leur fais un petit coucou sur le chan Share AI de TechRox parce que je pense que c'est vraiment important de partager dans une communauté et pas de faire que prendre. Les communautés, elles vivent aussi parce qu'on les anime et on apporte des choses. Donc voilà, pour info, la veille représente à peu près entre 1 heure dans les mauvais jours et 2 heures par jour de veille depuis 2 ans. Voilà, donc avec pas mal de channels entrants de veille, que ce soit X ou autres podcasts. Donc, bien évidemment, tout ce slot-là que j'ai prévu de 2 heures, mais qui sera peut-être, sûrement, je vais essayer de le faire plus court, et c'est enregistré, et ça, il y a des ressources à la fin aussi, etc. Et donc, je développe aussi avec les outils de GenAI depuis plus d'1 an, spécifiquement donc avec Cursor, que j'ai connu depuis le début. Qui marchait pas du tout au début. Je me souviens avoir fait une démo en meet-up et malheureusement la démo c'était à 19h. Et à 19h, ce qui se passe, c'est que la Silicon Valley se réveille. Donc en fait, tous leurs serveurs ils étaient down. Donc la démo que j'avais préparée le midi ne marchait plus du tout. Donc là, on a la chance de faire une démo à midi. On va voir, ça devrait marcher normalement. Quoique les effets démo, on les a tout le temps. Voilà. Alors attends, ouais, là c'est sûr que ça passe pas. Je vais essayer quelque chose. Ça doit venir de ma résolution. Ah, super. Super effet démo. Voilà. Pour revoir les trois petites photos. Donc la photo du podcast, la photo de moi en train de faire le mariole à BFM Business et la photo du poteau Sam Altman que j'ai rencontré. Bon, j'ai pas discuté très longtemps avec lui et c'est pas un pote, mais j'ai quand même discuté avec lui à San Francisco. C'était l'été dernier. Voilà. Donc le plan. Donc entre 90 et 120 minutes. Je vais essayer d'être bref, ce qui est pas mon atout majeur. Dans un premier temps, en fait, on va faire déjà un tour d'horizon de ce qu'est Cursor, les fonctionnalités, différents modes d'édition, les différents plans, tarifs, etc. Je vais passer assez vite là-dessus parce que c'est des choses que vous pouvez retrouver sur Internet, c'est des choses qui sont pas les plus intéressantes, mais ça plante le décor. La grosse partie ensuite, ça va être une partie démo que je vais axer en 2 parties, une démo plutôt pas code, donc tout ce que j'utilise et la façon dont j'utilise Cursor pour tout sauf du code, et puis une démo aussi côté code parce que c'est intéressant aussi. Et j'ai mis la démo au milieu parce que ça permettra d'avoir un meilleur articulation autour de mes retours d'expérience, les différents risques et précautions et toutes les choses et les enseignements qu'on peut en tirer. Et puis ensuite, une séance de QA, échange. Donc là, vous pouvez poser, j'ai Anne, une de mes collaboratrices adorables, qui s'occupera, qui est aussi en tant qu'organisatrice. Donc, vous pouvez poser des questions dans le chat. Donc pendant la démo,
Vous pourrez poser des questions et éventuellement je pourrais faire des petits décrochés pour essayer de vous montrer en live par rapport à vos questions. Mais ensuite, après, ce que je vous propose, c'est de garder vos questions jusqu'à la fin pour la partie Q&A échange, qu'on passera en textuel et je les passerai sur l'écran, les questions, et j'y répondrai. Et potentiellement, pourquoi pas faire monter une personne dans l'auditoire parce que vous avez un bouton appeler et à ce moment-là, ça nous déclenche une demande d'appel, de connexion et vous pouvez parler. Donc voilà. Voilà. Donc ça, c'est le plan. Et donc voilà, il va falloir être très focus. Donc Cursor, qu'est-ce que c'est? C'est un assistant au coding qui est un fork de VS Code. Donc ce qui est assez intéressant parce que ça permet de retrouver ces petits. Et du coup, pour les personnes qui sont déjà sous VS Code, il y a tout qui fonctionne vraiment pareil. Il y a même un guide de migration VS Code vers Cursor qui est finalement assez simple. D'ailleurs, même à l'installation, il vous propose de remplacer la commande code par Cursor pour pouvoir même, jusque dans votre terminal, vous laisser la possibilité d'appeler code et d'avoir Cursor qui s'ouvre. Il y a la possibilité, donc assistant au coding, donc on a la possibilité de paramétrer, je vous montrerai tout à l'heure, plein de providers de modèles et d'IA différentes. Donc ça passe évidemment par les gros OpenAI, Anthropic. Il y a Google aussi qu'on peut faire fonctionner. On peut brancher son Azure, on peut brancher son Google Cloud, on peut brancher son Bedrock, Amazon. On a aussi la possibilité de faire fonctionner des modèles et des LLM locaux via alors soit OpenRouter, soit Ollama, qui permettent de créer une couche d'abstraction avec une couche d'accès en fait qui est compatible OpenAI dans l'API, ce qui fait qu'en fait il y a une URL et finalement il y a une espèce de gateway par laquelle passent tous les appels de Cursor qui sont redirigés vers les modèles locaux. Donc ça peut être pas mal. Je l'ai testé, j'avais testé ça dans un avion où j'avais téléchargé Llama 3.2 que j'avais fait fonctionner avec Ollama sur mon MacBook Pro. Ça fonctionne. Vous n'avez pas 50 tokens par seconde par contre, mais ça fonctionne correctement. Donc c'est aussi quelque chose d'intéressant pour les personnes qui veulent soit être en mode déconnecté, soit éventuellement garder pas mal de privacy, etc. Principalement, vous avez 4 modes d'édition qui sont assistés ou augmentés ou dopés à l'IA. Le mode inline, le mode terminal, le mode chat et le mode composer. Et je vais vous montrer ces 4 modes à la fois dans cette présentation, mais aussi dans toute la partie démo. Et effectivement, vous avez de la complétion automatique, comme GitHub Copilot, hein, et comme tous les autres avec Tab, c'est-à-dire qu'il vous complète les lignes. Mais ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est qu'il fait de la complétion potentiellement multiligne. Donc, en fonction de ce que vous tapez, il peut vous proposer carrément plusieurs lignes de complétion. Et puis, il fait aussi... ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on commence à taper et en fonction de ce qu'on tape, après, il apprend de ce qu'on a tapé. Et au final, dès qu'on commence à aller sur d'autres lignes qui se ressemblent, il vous propose en fait des choses qui sont très pertinentes par rapport à ce qu'on a. On le verra, ça sera plus imagé tout à l'heure dans la démo. Plan et tarif. Ouais, alors j'ai mis un gros attention à droite, ça c'était les notes du speaker, mais effectivement, donc vous avez un mode hobby qui est gratuit, où vous avez jusqu'à 2000 complétions et 50 requêtes. En fait, les requêtes, elles peuvent être... Donc les requêtes premium, c'est vers les gros modèles super phares, genre 4O, 4O mini, Sonnet 3.5, etc. Et du coup, là, en mode hobby, en fait, grosso modo, vous avez 2 vitesses de requêtes, soit les lentes en mode gratos, là. Et quand je dis lente, je sais pas, vous envoyez, vous faites votre prompt et vous attendez peut-être 4, 5, 10 secondes avant d'avoir la réponse. Alors que normalement, sur les requêtes, quand on passe en payant, du coup, donc la première offre, elle est à $20 par mois.
Bon, c'est pas, de toute façon, c'est un secret de Polichinelle. Ils accordent leur violon un petit peu tous. Ils se mettent à peu près sur les mêmes tarifs. Donc là, 20 $ par mois, ça permet d'avoir tout ce que propose le mode hobby, avec des complétions illimitées, du coup des requêtes plus rapides en mode premium, jusqu'à 500. Un nombre illimité de requêtes slow. Donc là, ils ont rajouté 10 utilisations de One Mini Use per Day. Et ensuite, vous avez Love Business. Euh, Love Business, la simple chose qu'elle... en fait, Love Business, je la trouve un petit peu overkill et un petit peu étrange, en fait, dans la mesure où elle apporte pas grand-chose, si ce n'est une centralisation de la facturation. Donc oui, ça peut être cool pour les équipes, etc. C'est plus vraiment offre entreprise. Un dashboard, mais honnêtement, je vous montrerai le dashboard, il sert à rien. Un système de SSO. Si j'ai vu un truc qui était pas mal aussi, c'est qu'on peut partager éventuellement des contextes en fonction dans son équipe, avec les membres de son équipe. Alors pour vous donner un ordre d'idée, quand je disais ça peut monter très très rapidement, donc moi on est deux à l'utiliser chez Flint, un consultant en interne et moi, de manière assez intensive. Et du coup, on peut se retrouver avec ce genre de facture. Donc voilà, pour le mois de novembre. Donc là, c'est en fait, ce qui se passe, c'est que les requêtes premium, une fois qu'on les a, donc les rapides, les requêtes rapides premium, une fois qu'on les a mangées, utilisées en termes de quota, eh bien en fait, on se retrouve à passer sur des requêtes lentes. Et comme on n'aime pas que ça aille lentement, on rachète des slots. Et en fait, là, c'est par tranche de 500 requêtes rapides à 20 $. Donc là, vous faites le calcul. Non, pardon, 250. 250, ouais, 250. Donc là, du coup 250 fois 8, 2000 requêtes rapides supplémentaires, 160 $. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on peut vite se retrouver avec des grosses factures. Donc pour des grosses équipes, c'est quelque chose qui est quand même à prendre en compte. Après, voilà, moi je m'amuse avec de manière vraiment très 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 intensive. Je pense qu'on peut vraiment descendre en termes d'usage. Et oui, là je vous disais que j'ai le mode curseur business à 40 $, mais je pense que je vais repasser au mode curseur pro, parce que Love Business n'a pas vraiment d'intérêt. Voilà, je trouve que c'est un peu overkill, quoi. Les modes d'édition, donc les 4 modes d'édition que vous avez, dont je vous ai parlé, vous avez donc donc c'est les modes qu'on va voir ensuite en démo. Donc vous avez la possibilité d'éditer votre code quand vous êtes dans l'éditeur, en fait, d'appeler l'assistant IA avec commande K, contrôle K ou commande K, ça dépend sur quelle plateforme vous êtes. Dans le terminal, vous avez aussi contrôle ou commande K, du coup, qui ouvre une petite pop-up qui vous permet de demander, d'interagir avec un LLM et de lui demander ce que vous voulez. On verra tout à l'heure, hein, mais moi, je m'en sers beaucoup pour quand il y a des commandes que je connais plus, que je connais pas, que j'ai envie de, je sais pas, convertir un MP4, extraire l'audio en MP3, convertir un MP4 en d'autres formats ou des commandes rapides bizarres qu'on n'a pas en tête. Ensuite, vous avez le mode chat que les débutants dans Cursor ont tendance à beaucoup utiliser, qui est beaucoup utilisé aussi pour discuter vraiment avec votre code base. Mais en fonction des usages, c'est pas forcément le meilleur mode. Et ensuite, vous avez le mode Composer, qui est le dernier et à mon sens le plus puissant, qui permet de faire de l'édition multifichier enrichie à l'IA. Donc en fait, c'est-à-dire que là, l'IA va décomposer vos questions, va comprendre le contexte dans lequel vous êtes, va éventuellement être capable d'ouvrir et d'éditer plusieurs fichiers en parallèle. Et à ça, vous avez même, ils viennent de rajouter dans les toutes dernières versions de Cursor, un mode agent qui va encore plus loin et qui vous propose carrément les commandes que vous pouvez lancer, enfin que l'agent aimerait lancer. Alors pour l'instant, on est obligé d'avoir une validation humaine. Il ne les lance pas automatiquement en boucle.
C'est-à-dire, je sais pas, vous dites fais-moi un site web, entrez et vous revenez le voir 2 heures plus tard en espérant que le truc est complètement terminé. Là, on est quand même obligé de rester et de valider les différentes étapes de l'agent et que l'agent propose. Évidemment, la complétion automatique. Donc voilà, vous commencez à taper fonction calque et hop, il vous propose quelque chose qui fait du sens. Par rapport à son jeu d'entraînement, etc. Donc ce souvenir, là, je vous ai mis un petit moyen mnémotechnique là, pour ceux qui aiment le jeu vidéo, là, IKL. Donc c'est voilà, c'est vraiment les 3 touches avec lesquelles vous allez jouer, en plus des raccourcis que vous connaissez tous sur le bout des doigts de VS Code. À savoir que voilà, moi je suis pas un utilisateur Vim ou NeoVim. Mais je sais que voilà, NeoVim, ils ont aussi leur truc, pas Cursor, mais autre chose. Je sais qu'il y a JetBrains qui a aussi des choses, Copilot évidemment, et il y a plein d'autres éditeurs. De toute façon, il y en a un tous les 15 jours qui se lance. Donc voilà, il y en aura probablement 2 qui vont se lancer le temps de cette démo. Donc voilà, donc souvenez-vous, inline, terminal, chat ou composer. Et on va les voir du coup, on va les voir. Voilà, je voulais vous montrer, c'est un... Je ne sais pas si je peux dézoomer. Où je dois pouvoir. Ça, c'est l'architecture que j'ai mis en place pour l'usage de Cursor dans tout ce qui n'est pas du code. Donc, faites tout ce que je fais dans mon boulot de PDG de Flint en dehors du code. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai couplé à la fois Obsidian, Git et Cursor. Donc en fait, j'ai un Vault Obsidian qui est sur un iCloud. Ce Vault, qui est en fait un système de fichiers à plat, hein, avec des fichiers Markdown dedans, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un visualisateur et éditeur de Markdown, Obsidian. Donc je stocke tout en Markdown, et ensuite ce qui se passe, c'est que certains de ces dossiers ou sous-dossiers sont... le dossier dans son ensemble est versionné sous Git. Et en fait, ça me permet un quadruple accès, en fait, ce Vault Obsidian, à la fois évidemment sur Cursor, qui est la façon dont je l'utilise le plus souvent, et qui me permet en fait de venir éditer les fichiers Markdown, de venir en créer, etc. Et en fait, de manière immédiate, ils sont ensuite répliqués via iCloud. Du coup, ils sont répliqués et visibles dans le Vault Obsidian, et du coup, ils sont visibles aussi sur mon Mac, avec Obsidian, sur mon iPhone, sur mon iPad. Et ils sont surtout dans un format standard qui est Markdown, et qui est le format aujourd'hui Markdown qui est le plus pratique et le plus pratique pour les LLM, j'ai envie de dire. En fait, c'est le meilleur consensus entre quelque chose d'assez lisible pour l'être humain, le Markdown, et quelque chose qui est quand même aussi vachement pertinent pour les LLM, parce qu'en fait, il y a peu d'informations de mise en forme et de format, à l'inverse d'HTML ou n'en parlons pas, PDF. Aujourd'hui, le format de données LLM compliant et human compliant, aujourd'hui, c'est quand même plutôt le Markdown. Il y a même des personnes qui commencent à faire sur leur site web un fichier type genre llm.txt qui contient en fait l'intégralité de tout le site web, qui aura été formaté en fait en Markdown, parce qu'en fait les prochains robots vont pas être des robots qui vont indexer sur Google, mais vont être les robots d'OpenAI pour leur search GPT ou de Perplexity, etc., etc. Donc plutôt besoin d'informations vraiment pas pleines de tags comme HTML peut être. Voilà. Donc ça, c'est une idée d'architecture que j'ai mise en place et que je vais vous montrer aussi. En fait, des idées comme ça, moi j'en ai 10 000. Ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'on est vraiment, vraiment au début de ces outils, qu'il y a des nouvelles versions tout le temps, qu'il y a des nouvelles façons de les utiliser, et qu'aujourd'hui, on est sur des workflows qui doivent s'adapter et changer. Donc il y a pas mal de choses qui sont encore fraîches. Mais moi, je pense qu'il faut quand même regarder ces choses qui sont fraîches rapidement, et quand elles sont fraîches, plutôt que d'attendre et d'être dans les followers et de se réveiller quand le truc il est vraiment ultra ultra mature, quoi. En tout cas, moi, c'est ma philosophie, quoi. Donc maintenant, on va passer à la démo. Donc là, démo.
J'ai pas du tout de pression. Mais donc on va essayer de voir effectivement, de voir que ça fonctionne. Donc je vais passer. Du coup, voilà comment c'est foutu. Normalement, on devait voir mon curseur. Alors je vais bouger ma tête. Je vais la mettre plutôt ici. Parce qu'en fait, on a quand même moins de choses à voir en bas à gauche qu'en bas à droite. Donc, je vais retirer ça. Je vais retirer ça. Donc voilà, là vous êtes sur votre page traditionnelle d'éditeur de code, VS Code. Hein, on s'y retrouve. Il y a la commande, il y a effectivement tout le bazar avec le système de fichiers, la structure, les trucs avec le système de gestion de version. Voilà, c'est vraiment vous y retrouvez vraiment bien. Donc là spécifiquement, j'ai ouvert le dossier dont je parlais tout à l'heure. Qui est en fait mon dossier Obsidian, qui est en fait mon Vault Obsidian, qui est sur mon iCloud, okay, et qui est aussi versionné sur Git. Et en fait, ce Vault Obsidian, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai subdivisé en différents sous-dossiers en fonction des thématiques de tâches, de workflow que je dois faire. Donc, par exemple, donc c'est là où je vais vous donner des exemples. Mais qu'est-ce que je peux vous donner? Donc je vais déjà vous montrer, les trois modes d'édition, les trois modes d'édition dont je vous ai parlé. Celui-là, tiens. C'est un fichier bash. Donc l'édition dont je vous parlais ici, c'est donc le commande K. Donc ça, c'est l'édition inline, donc dans votre éditeur. Donc là, je peux lui dire, je sais pas, add function to print date of the day. Donc là, c'est pour des éditions effectivement rapides. Donc je vous montre les 4 modes d'édition. Ce mode inline. On a la possibilité d'accepter ou de rejeter avec effectivement des raccourcis que vous voyez là aussi. Vous avez la possibilité de donner ici follow-up instruction. Follow-up instruction, c'est-à-dire en fait, c'est pour venir corriger ce que l'éditeur propose. Là, tu lui dis no, prefer date of yesterday. Et donc, en fait, il itère par rapport à la première demande. Et là, vous avez possibilité d'accepter ou de refuser. Donc ça, c'est le mode classique inline. Les deux autres modes dont je vous ai parlé, c'est le mode chat. Donc en fait, vous l'avez sur la partie de droite ici, sur le panel de droite. Je vais virer les fichiers. Vous avez chat ou vous avez composer. Bugfinder, je ne l'ai jamais essayé, donc je ne peux pas vous en parler. Chat ou composer. Donc chat, c'est ce dont je vous ai parlé, c'est que là, je vais lui filer... Donc pour rajouter du contexte, donc là, je vais lui filer mon fichier gitsync et je vais lui dire tu es un expert code pour bash et fiche. Comment améliorerais-tu ce script? Ensuite, vous pouvez choisir le modèle pour ajouter du contexte. Vous pouvez interroger avec toute votre code base ou simplement en fait, avec le contexte qu'il a là. Et donc ça, c'est le mode chat. Donc le mode chat, il va proposer en fait des choses ici. Et on a la possibilité de les copier, de les coller dans le fichier ou de les appliquer dans le fichier. Et là, il vous propose. Donc normalement, c'est peut-être normalement c'est plus rapide. Espérons que ça marche. Peut-être. Généralement, ce que je fais, c'est ça. Voilà. Donc là, j'ai recréé une nouvelle invite. Donc normalement, là, vous voyez ce qu'il me raconte. Voilà, il me suggère des améliorations, etc. Donc on est vraiment en mode... Il faut penser ça, c'est un assistant avec lequel vous allez discuter. Vous avez la possibilité d'appliquer les changements ici avec Apply. Donc là, ça va appliquer les changements qu'il propose ici dans mon éditeur. Quand j'ai plusieurs éditeurs ouverts, quand je mets Apply ici, il me propose les fichiers qui sont ouverts en fait et sur lesquels je peux appliquer les changements. Et donc là, en fonction, je peux soit accepter de manière finalement entière, donc d'accepter toutes les modifs qu'il veut, soit d'accepter de manière juste atomique,
différents changements, soit carrément rejeter. Ok. Donc ça, c'est le mode chat. Et le mode composer, il est dans le même panneau, mais il va être différent parce que, tiens, on va le voir d'ailleurs, parce que je vais lui poser la même question avec le même contexte. Donc là, on est sur composer, je lui mets le contexte. Ça, je m'en fous. Donc, il peut vous proposer en fait différentes choses pour rajouter du contexte. Vous allez voir qu'en fait, quand vous êtes dans ce panneau ici, que ce soit dans le chat ou dans le composer, quand vous faites arrobase, vous avez tout un tas de possibilités d'ajouter au contexte certaines choses. Donc, recommended, c'est le dernier truc qu'ils ont sorti, c'est que ça vous donne un certain nombre de voilà, il n'a rien trouvé, de choses qui sont pertinentes à rajouter au contexte. Sinon, vous pouvez mettre effectivement des fichiers. Donc là, vous avez accès à tout le système de fichiers du workspace. Vous avez la possibilité de mettre des folders carrément. Donc là, j'en sais rien, je mets business, peu importe. Du code, de la doc. Donc ça, c'est assez intéressant. La doc, ils partent avec de la doc déjà dispo. Ils ont mis pas mal de docs officiels. Mais vous avez la possibilité de rajouter des URL qui concernent des pages de doc particulières. Donc ça, c'est intéressant parce que quand vous allez coder dans votre langage préféré super exotique, qui évidemment n'est pas dans la doc officielle et dans Cursor, vous avez la possibilité de le rajouter. Je vous montrerai tout à l'heure ce que j'ai rajouté en termes de doc. Ah, il y a une question. Attends. Alors, as-tu vu des différences au niveau prompt sur l'usage de l'anglais ou du français? Non, j'ai pas vu de différence. Et en fait, c'est pas pour me la péter, hein, mais j'ai aucune idée des fois de la façon dont je lui parle, si c'est en anglais ou si c'est en français, et je sais même pas de la façon dont il me répond. Je pense quand même. En fait, c'est un arbitrage parce que si on s'adresse en anglais, à moins d'être complètement, absolument bilingue, je pense qu'il y a une des deux langues sur lesquelles on est meilleur pour expliciter notre problématique. Parce qu'en fait, le prompting, c'est pas de réussir à faire au LLM ce que tu veux, c'est déjà de réussir à comprendre toi ce que tu veux. C'est ça le prompt engineering. C'est vraiment ça. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'une fois que vous avez à peu près compris ce que vous voulez, il faut le traduire en langage naturel. Et là, on a un langage de prédilection dans lequel on est meilleur et dans lequel on sait mieux faire passer des choses. Et j'ai envie de dire, bah en fait, vous choisissez. Donc, mais parce que si on se base sur si on se dit, bah tiens, je vais m'adresser à lui en anglais parce qu'en fait, je sais que les LLM, ils ont tous été entraînés sur de l'anglais, ça va être mieux, etc. Ouais, mais en fait, si tu lui explicites ta problématique moins bien parce que toi, tu t'exprimes moins bien en anglais, mieux vaut le faire en français. Donc, j'ai pas noté de différence vraiment substantielle. Je n'ai pas noté de différence. Ça serait intéressant de voir. Donc là, on va voir la différence entre Composer du coup et chat. En fait, la différence, c'est que quand on est dans Composer, déjà, il y a plusieurs choses. C'est que il vous propose de facto toutes les modifications. Vous pouvez les accepter et à ce moment-là, il l'accepte sur du multifichier. Donc, on peut vraiment faire de l'édition multifichier. Là, j'en ai pris qu'un, mais il pourrait me dire, bah, je vais modifier tel fichier, puis tel fichier, puis tel fichier, puis tel fichier. Donc, Composer, on le verra tout à l'heure, mais pour les choses qu'on va faire from scratch, Composer, c'est vraiment bien. Pour les projets qu'on bootstrap, etc., c'est vraiment bien. Plus on va arriver dans un code base avec du legacy, etc., moins on va utiliser Composer, parce qu'en fait, c'est ultra dangereux. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que Composer, il peut vous créer de la dette technique au kilomètre, voire à la centaine de kilomètres. Donc, attention. Donc, maintenant que je vous ai montré donc, je voulais vous montrer aussi le côté... J'ouvre mon terminal. Je ne sais pas si vous allez le voir. Du coup, je vais faire ça, comme ça, vous allez mieux le voir. Lui, je vais le dégager. OK. Donc ici, vous avez la même chose si vous faites commande K. Vous avez aussi ici, je peux lui dire... j'en sais rien. Son et le... Donc ça, c'est quand même assez cool parce qu'on a un cerveau qui est quand même limité en termes de mémoire. Personne ne se souvient une commande pour
convertir PDF en... On n'a pas en tête, l'ensemble de toutes les commandes possibles, etc. Donc je trouve que c'est vachement bien de pouvoir avoir ça. Moi, je travaille beaucoup avec le terminal finalement dans Cursor. Parce que déjà, on peut en avoir plusieurs. Hein, voilà, quand vous avez un espace de travail, vous pouvez très bien avoir un espace de travail avec plusieurs sous-dossiers, sous-repos. Si vous travaillez sur un back-end, un front-end, vous pouvez très bien avoir dans votre espace de travail le dossier pour le front, le dossier pour le back. Finalement, avoir vos deux terminaux qui contrôlent. Et là, c'est pareil en fait. Ici, on peut aussi voilà, rejeter, accepter ou faire tourner voilà, directement de la commande. Donc voilà. Voilà, ça c'était les quatre commandes principales que je voulais vous montrer. Maintenant, je vais vous montrer rapido la façon dont moi je l'utilise. On fait pas mal de podcasts. Petite promo pour notre podcast, il n'y a pas que la data. Et avant, donc ça c'était avant, mais quand on prépare un podcast, on choisit un invité, puis on choisit une thématique, puis ensuite ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait un rendez-vous avec l'invité pour préparer. On avait un Google Doc, on préparait avec lui, avec cet invité, un ensemble de questions, on discutait, on avait des allers-retours, machin, etc. En fait, ça nous prenait, je sais pas, 2 heures, 3 heures, hommes. Du coup, pré-enregistrement du podcast. Et en fait, aujourd'hui, en un quart d'heure, 20 minutes, on prépare une trame de podcast qui est vraiment super bonne. En fait, quand j'ai un nouvel invité, je crée un dossier dans podcast. Ensuite, je vais sur, je sais pas, tiens, Damien. Je pense que c'est Damien Paco, c'est ça, Damien Paco, qui est parmi nous. Voilà, Damien. Admettons que je veuille faire un épisode de podcast avec Damien. Ce que je fais, c'est que en fait, j'ai une petite extension ici qui s'appelle Markdown. En fait, je vais venir sauvegarder l'ensemble des activités de Damien en Markdown. Je vais aller voir éventuellement son Twitter. Je vais aller voir tout un tas d'informations qui me donnent des choses fraîches par rapport à mon invité. OK. Et puis, j'enregistre tout ça en Markdown dans mon Vault au bon endroit. Donc, je vais revenir. Donc, j'enregistre. Là, on avait fait un épisode avec Flavien Chervet. J'ai enregistré tout un tas d'informations en Markdown de sa page LinkedIn, son Twitter, des infos que j'ai trouvées, chaque page internet et tout. Je les ai enregistrées en Markdown ici. Donc, on se retrouve au fait avec tout un tas d'informations contextuelles. Et ensuite, j'ai un script tout fait que je vous montre ici qui est dans une autre fonctionnalité de Cursor qui s'appelle créer des notes. En fait, c'est des notepads. Notepad, c'est une espèce de template pour venir. Quand on a des. Faut imaginer, c'est comme une espèce de prompt templatisé. Et dans ce prompt, je lui dis, voilà, tu fais des podcasts, machin, etc. Et je lui demande de me créer une trame d'entretien, une trame d'épisode de podcast. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que dans mon dossier podcast, j'ai sauvegardé l'intégralité de tous les transcripts en Markdown de tous nos podcasts précédents. Ce qui fait qu'en fait, quand je lui demande de faire un podcast, donc via mon composeur ici, si on disait, admettons, je fais un nouveau dossier. Damien Paco. Désolé, Damien, tu fais le cobaye. Hein. Je suis vraiment désolé. Alors attendez, il faut que je retrouve ma fenêtre de... C'est ça le truc, c'est que je suis perdu. Il faut que je retrouve ma fenêtre de Chrome. J'ai trop de fenêtres, trop d'écrans. On va vraiment sauvegarder la page de Damien. Je vais le mettre dans mon Vault. Obsidian. Communication. Non, pas business. Communication. Donc je vous montrerai, j'ai plein d'autres. Donc du coup, podcast, Damien. Et donc normalement, si je reviens ici, je vais ouvrir un nouveau composeur pour qu'on soit tranquille. Je vais mettre ma tronche ici. Je vais lui dire create podcast. Je vais lui passer création
d'un podcast. Je vais lui mettre le dossier. Alors là, on peut faire des glissés-déposés. Donc ça, c'est cool. Toc, on le met là. Comme ça, il a dans le contexte. Et qu'est-ce que je veux lui dire d'autre? Tu as aussi l'ensemble des transcripts épisodes précédents. Et là, je vais lui donner... donc là, c'est un fichier que j'ai fait qui s'appelle transcript... c'est celui-là, transcript podcast, un cs complet.txt. Propose-moi plan 25 minutes qui fasse du sens, point barre. Donc, là, je triche un petit peu parce que... je triche un petit peu. En fait, il va prendre beaucoup de choses en contexte. Il n'est pas sûr qu'il prenne l'intégralité de transcript podcast 1 à 16. Pourquoi? Parce que ça fait 600 kilos. Mais, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va s'apercevoir qu'en fait... déjà, accueil classique par Pierre et Thomas, parce qu'en fait, il connaît les autres. C'est nous, il l'a vu. Normalement, il va nous sortir des choses pertinentes par rapport à ce qu'on lui a filé en contexte. Donc du coup, le markdown de Damien, potentiellement effectivement faire écho aux différents épisodes. Donc là, par exemple, je vais l'accepter. Je pense qu'il a dû me le mettre, s'il est malin, il a dû me le mettre dans le bon dossier. Pas du tout. Il l'a foutu où alors? Non, il l'a foutu nulle part. Je vais lui dire... créer le fichier dans... Alors des fois, il a du problème pour indexer les fichiers qui sont... J'ai remarqué qu'il y a un problème pour indexer les dossiers qui sont très récents. Donc du coup, là, il ne le retrouve pas dans sa liste quand on fait @folder. Donc je viens lui faire ça. Et le deuxième effet de bord que j'ai vu aussi, c'est que ce qu'il pouvait faire, on va voir s'il le fait aussi, c'est que là, j'ai remarqué que des fois, il nous crée un @Damien. On va voir s'il le fait ou s'il le fait pas. Non, là, il le fait pas et il crée la trame du podcast qui est ici. Donc, je voulais le faire comme ça pour vous montrer rapido, parce que j'ai un éditeur ici qui me permet d'avoir un markdown. Et voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est que en quelques minutes, après, c'est à retravailler, on est d'accord, etc. Mais ça donne une super bonne base pour un truc qui avant nous prenait plusieurs heures. Donc, ça, c'est un moyen de gagner beaucoup de temps. Et en fait, après, je réplique ce type de process pour à peu près tout. À peu près tout. Et tout ça, c'est ma base de connaissances. Donc, j'ai effectivement, je vous prends un exemple, j'interviens assez souvent à BFM TV. Toutes mes émissions, je les prépare en fait grâce à ces outils-là. Donc, je demande même en fait au LLM d'aller me faire des résumés des différents sujets éventuellement qu'on va traiter, de me proposer des angles d'attaque. Et pareil, j'ai fait une transcription d'absolument toutes les émissions dans lesquelles je suis passé, ce qui fait qu'il connaît aussi éventuellement mon ton et mes prises de position, etc. Donc là, c'est pareil, c'est que ça ne me permet pas de faire le travail, de faire le travail que je ne faisais pas avant, parce que je le faisais déjà avant. En fait, ça me permet de faire le travail beaucoup mieux que ce que je faisais avant, c'est-à-dire beaucoup mieux préparé. Et ça me permet de le faire aussi beaucoup plus vite. Je vous prends un exemple. Tout à l'heure, Anne me donne un podcast. On l'a transcrit en quelques... Non, c'est pas ça. On a voulu extraire un florilège de toutes les thématiques, les phrases, pour faire des extraits de tous nos podcasts. J'ai filé le fichier de 600 kilos en fait à Gemini 2 Flash qui vient de sortir de Google. Et pendant que en fait, le truc était en train de se cracher un énorme fichier avec par thématique, les catchlines, les phrases, etc. Moi, je faisais autre chose. En fait, l'idée, c'est de gagner un maximum de temps par rapport à tout ça. Donc, je m'en sers aussi, par exemple, pour faire des mails complexes. Je mets un peu de contexte, je dis voilà, dans tel ou tel cadre, etc., je fais tel ou tel mail. Pour la rédaction d'articles. Quand je rédige un article, je le rédige avec un LLM. Attention, ça ne veut pas dire qu'en fait, je donne 3 phrases à Claude ou à whatever LLM et le truc me pond un article. Non, parce qu'en fait, par exemple, cet article sur l'alignement des LLM que j'ai sorti sur LinkedIn il n'y a pas longtemps, ou j'en avais créé un autre sur les agents, c'est des articles que j'ai mis
entre 2 et 3 heures à coécrire avec le LLM. C'est-à-dire que je lui dicte et je lui dis telle ou telle partie, j'aimerais que tu appuies, j'aimerais que tu développes ça, j'aimerais que tu mettes en lumière ceci par rapport à tel focus, j'aimerais que tu prennes le contre-pied, j'aimerais que tu polémiques, j'aimerais que tu développes tel ou tel, etc. etc. Donc c'est vraiment une façon de coécrire. Je suis grosso modo la tête, je lui dis, il exécute, on itère, on avance là-dessus. Et ça me permet de faire des choses que je faisais pas. Ça, c'est des articles, ça m'aurait pris 3-4 jours à rédiger parce que c'est super complexe. Donc, ça permet là aussi d'aller plus vite. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Céline. Vas-y. Est-ce que la limite liée à la fenêtre de contexte reste dépendante du modèle utilisé? Est-ce qu'on peut parler d'un RAG dont une partie du contenu est éphémère? Oui. Et j'avoue que ce qui m'embête un peu avec Cursor, c'est que, bon, déjà, ils ont vraiment une doc de merde. Donc, ça, c'est quand même assez important. Et j'ai horreur des docs de merde. Je le dis, s'ils m'écoutent, je pourrais leur traduire aussi en anglais. Ils ont vraiment une doc qui est pourrie. Donc ça, c'est un gros souci. Donc elle est là, déjà il faut la trouver, c'est complexe. On sent que c'est une doc qui a été faite par des développeurs. Excusez-moi, hein, c'est un troll. Donc on n'a pas trop d'idées sous le capot de quelle est la taille des fenêtres de contexte quand on utilise tel ou tel modèle. Quand on balance, là par exemple, quand j'ai balancé mon fichier tout à l'heure pour créer. Donc vous pouvez rappeler les composeurs et les discussions, donc vous avez un historique. Donc ça c'est important. Et non seulement vous avez un historique, mais aussi dans le fil lui-même du composeur, vous avez des checkpoints. Et ça, c'est vachement important, parce qu'en fait, ça, ils l'ont rajouté il n'y a pas longtemps. Parce qu'en fait, avant, on continuait à itérer, mais en fait, on bousillait très souvent tout le travail de 1, 2 ou 3 journées, parce qu'en fait, le modèle était parti complètement en vrille et hallucinait. Donc là, il y a des possibilités de rollback, en fait. Donc là, je check out, et en fait, je rollback sur les changements. Donc il va normalement m'effacer tout le fichier. Donc ce que je voulais dire, c'est que quand on lui balance du contexte qui est trop gros, moi j'aimerais qu'il me dise grosso modo attention, une petite étoile, là pensez bien que vous avez que ça de contexte qui est passé, etc. Donc on n'a pas trop cette information là, et ça c'est un petit peu difficile. Allez. La taille de contexte est liée au modèle. Une manière de gérer ça, de faire un embedding pour augmenter la mémoire. Ouais. Le code base est en RAG. Ouais, carrément. En fait, ça, c'est des choses que j'aimerais éventuellement tester, d'être capable, en fait, de mettre différentes choses, tout ce que j'ai mis là, par exemple, en embeddings, et de pouvoir créer des scripts ou des notepads qui viennent, en fait, grosso modo, appeler et aller chercher dans cette base de connaissances un peu mieux. Voilà. Donc... Quoi d'autre Ça m'arrive de voilà. Donc, ah oui, il y a des trucs qui sont assez intéressants. C'est que je me suis fait un répertoire tech. Il y a des trucs qui sont assez cool. C'est que quand vous avez vos frameworks, vos outils, vos technos, qu'il y a des changelogs, qu'il y a des montées de version, qu'il y a des updates, des choses comme ça, on prend jamais le temps d'aller regarder les logs de changement. On prend jamais le temps de regarder les nouveautés qui ont été mises, etc. Là, j'ai trouvé un bon usage de Cursor, c'est-à-dire tu lui files une URL, tu dis voilà, changelog, j'aimerais que tu me fasses en fait un tutoriel, des use cases, des exemples bien précis de toutes les nouveautés qui ont été apportées, par exemple, dans la version Python 3.13. Et ça, je trouve que c'est cool. Parce qu'après, derrière, en fait, on peut potentiellement créer une petite après-midi, review des nouveautés, etc. Parce qu'en fait, on les lit, personne les lit, les changelogs, sauf les sociopathes. Et donc ça, je trouve que ça peut être... Il y a plein d'usages, en fait, collaboratifs. Il faut vraiment le penser comme un collègue, et c'est vrai que moi, dans le bureau, ils me disent ouais, c'est encore Claude, etc. Oui, donc c'est sûr que. Donc voilà, après, je garde voilà, nos projets importants, toutes ces thématiques, parce que ce que j'aimerais ensuite, toutes ces informations, c'est vraiment les sauvegarder et pouvoir les avoir, et justement, éventuellement, utiliser un RAG un peu plus maison. Ça pourrait être assez cool. Voilà. Je ne sais pas où on en est. On a démarré à midi, il est midi 48, donc ça fait 35 minutes que je suis dessus. Oui, je voulais vous montrer, je vais continuer à vous montrer des trucs. Cursor settings, littéralement, voilà, c'est
Donc vous avez différentes choses qui sont assez intéressantes. Vous avez Cursor Rules. Cursor Rules, en fait, ce que vous allez lui mettre là, c'est le contexte qu'il va donner avant chacun des chats ou des commandes K en inline, pas composer. Et il y a beaucoup de gens qui utilisent ça pour pouvoir, en fait, vous placez le LLM dans un contexte particulier. Et vous avez ensuite des sites où vous avez des listes de cursor rules par techno. Voilà, si jamais vous êtes un adepte du TypeScript, vous prenez ça, vous le collez dans votre settings ici, et vous avez des règles qui encadrent un peu mieux ce que va sortir le LLM. Donc finalement, grosso modo, c'est un peu le cursor rules, il faut l'imaginer comme tu enfiles tel ou tel costume, en fait, finalement. Donc là, moi, j'étais plutôt sur du Python, du Fast API, ce genre de choses. Donc ça, c'est cool. On peut aussi inclure, je vous le montrerai après, donc ensuite, vous avez Models. C'est vraiment la partie la plus intéressante. Vous pouvez mettre vos... Donc en fonction des offres que vous avez, vous êtes soit obligé, pour aller sortir sur des modèles plus importants, de mettre vos clés, soit pas forcément. Moi, comme j'ai une offre business, mais en fait, j'ai pas besoin de rentrer mes clés. Il n'y a pas de souci. Et comme je vous ai dit, vous avez OpenAI, Anthropic, Google Cloud et Azure. Il n'y a pas Bedrock. Il n'y a pas Bedrock. Bon, ensuite, vous avez tout un tas de features. Qu'est-ce que je peux vous dire d'intéressant là-dedans? Ouais, alors cette partie est assez intéressante. Donc, il y a l'indexation. On en parlait tout à l'heure de la code base. Et vous avez la possibilité de, un peu comme GitHub Ignore, d'empêcher l'indexation de certains types de fichiers. Ce qui est cool parce que vous n'avez pas envie d'indexer tout votre Node Modules ou votre Python Cache ou etc., etc. Donc ça, c'est assez intéressant. Et ensuite, c'est tout l'aspect doc. Donc ça, c'est toutes les docs que j'ai rajoutées via URL. Alors vous ferez attention parce que des fois, vous rajoutez des docs et soit ça marche pas. Tiens, vous voyez, par exemple, là, une doc qui marche pas, celle-là marche pas parce qu'il n'y a qu'une page. Par contre, celle-là fonctionne. C'est-à-dire que Reveal.js, là, par exemple, il a indexé 192 pages. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que certaines fois, parce que les sites sont pas forcément bien faits au niveau de leur doc, et en fait, il n'arrive pas à scraper, parce qu'en fait, il fait du scrapping derrière, il n'arrive pas à scraper toutes les pages et à les mettre dans son index. Donc voilà, il n'y a pas trop de choses super notables là, intéressantes. Après, il y a des trucs dans bêta, effectivement, le Notepad, c'est en bêta. Moi, j'utilise pour le code principalement Sonnet 3.5. Je sais qu'ils sont... donc celui-là, Gemini 2.0 Flash, qui est vraiment sorti très très récemment et dont j'ai entendu beaucoup de bien. Il n'est pas encore dispo. Je pense que ça ne saurait tarder. Et ensuite, au One Pro, je ne sais pas. De toute façon, après, au One Pro, je crois qu'il faut $200 par mois. Donc, je pense que ça, c'est pas un montant que je suis prêt à mettre là-dedans pour l'instant. En tout cas, je ne suis pas sur un modèle. Une nouvelle question de Damien. Ouais, tout à fait. Si tu es en mode free, tu peux mettre ta propre clé API OpenAI. Ouais, carrément. Je crois. Ensuite, je vous donnerai des ressources. Moi, j'en ai essayé plusieurs des assistants au coding. J'ai pas essayé Copilot, mais j'ai essayé Windsurf, Bolt, Replit, ZED, Cursor. Et pour l'instant, les deux qui me plaisent le plus, c'est Windsurf et Cursor. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment l'environnement non travail, non code. Et puis ensuite, vous avez effectivement tout le côté classique de code. Alors, je sais pas, est-ce que c'est vraiment utile? Je vais voir, mais que je vous partage des trucs. Qu'est-ce que je pourrais vous partager? Après, les modes vont être classiques. Vous allez les retrouver vraiment classiquement,
comme pour Copilot, comme pour les éditeurs que vous avez. Vous pouvez décider ici de refactorer des parties vraiment spécifiques. Je vais essayer de me mettre dans autre chose. Voilà, je lui ai demandé de refactorer, il m'a sorti les headers, il les a mis dans un tableau à l'extérieur. Et là, je peux lui mettre un follow-up. Donc après, c'est relativement classique, j'ai envie de dire. Sauf que là, c'est à peu près dégueulasse. C'est-à-dire qu'en fait, le mec, tu vas pas me mettre les imports au milieu du fichier là. Donc il y a des choses qui sont intéressantes. Si je lui mets, par exemple, voilà, là vous voyez la complétion traditionnelle. Et là, vous allez voir une autre complétion qui est assez intéressante, c'est qu'en fait, comme il a vu que j'utilisais datetime.now, il me propose en fait de rajouter, j'ai plus qu'à faire tab et de rajouter en fait datetime, import datetime. Donc ça, c'est assez cool. On le voit aussi dans des... Je vais essayer de vous trouver... Quand vous avez des fichiers parfois où on est obligé de recoder plein de lignes et de faire des remplacés sur plein de lignes, etc. Donc là, c'est super pratique pour faire du remplacement. Et il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que normalement, quand il vous propose quelque chose en suggestion et que ça va impacter du code ailleurs, il vous montre normalement en fait les endroits où ça impacte pour pouvoir aussi changer les noms ailleurs. Donc ça aussi, ça peut être assez cool. Ok. Ben on va continuer. Bon, la démonstration code, c'est pas foncièrement le plus. Enfin, à mon avis, vous aurez le glitch et vous aurez compris le truc. Après, j'ai envie de dire que là, une des choses super importantes, mais on va revenir sur la présentation. On va revenir sur la présentation. Ouais, ça doit être ici. La chose importante, en fait, c'est surtout, je pense, beaucoup le prompt engineering et la façon de prompter, qui est vachement importante. Je pense que si entre deux, il y a beaucoup de gens qui se mettent à ces outils-là et qui démarrent et qui ouvrent le terminal et qui commencent à prompter quelque chose. Et le LLM répond pas ce qu'ils veulent. Et tout de suite, ils font ouais, c'est bon, c'est acheté à la poubelle cet outil, etc. En fait, 99% du temps, le prompt, il est pourri. Donc, garbage in, garbage out. Donc, si vous mettez des prompt engineering tout naze, eh bien, vous aurez effectivement des résultats qui seront vraiment naze. Par contre, si vous prenez le temps de faire des très bons prompts, et les LLM ne comprennent pas l'induit, ne comprennent pas le non-dit et des choses qu'on a dans notre tête qui sont évidentes, il faut les marquer, il faut les dire. Sinon, on risque de passer à côté. Voilà. Donc on va continuer peut-être sur la presse. Parce que maintenant que je vous ai montré un petit tour d'horizon quand même rapide de l'outil, après je vous invite vraiment à tester vous-même, ouvrir, faire des expériences, regarder, benchmarker. Il y a pas mal de gens qui, notamment sur ex-Twitter, qui partagent beaucoup de choses et leur feedback, leur retour d'expérience. Alors moi, j'ai quelques règles qui me viennent à l'esprit et d'avoir travaillé avec ces outils-là depuis 18 mois que j'aimerais vous partager et qui sont vachement importants. Donc on a vu 3 modes principaux, le inline, le chat, le composer. Et en fait, l'idée, c'est que plus le projet, à mesure qu'un projet va avoir un legacy et un code base important, vous allez utiliser de moins en moins le composer. Parce que le mode composer, c'est un mode qui est dangereux. C'est un mode qui peut vous faire énormément de dettes techniques. C'est par exemple un mode que je mettrais soit jamais, soit vraiment très encadré dans les mains de juniors. Par contre, quand vous démarrez un nouveau projet, quand vous êtes sur un prototype ou un POC, le mode composer est génial. Il va vous scaffolder, il va vous faire des boilerplates, il va vous faire monter une architecture, les bons fichiers au bon endroit, etc. Ça peut être vraiment, vraiment top. Ça vous fait gagner un maximum de temps. Mais plus on avance dans la vie du projet et le life cycle du projet, plus vous allez avoir une dette technique, plus l'architecture va être importante, plus il y a de possibilités qu'un gros LLM qui arrive en mode composer, éléphant dans la chambre et qui pète tout,
parce qu'en fait, il a halluciné et qu'il décide de vous casser votre super fichier de build ou un fichier de paramétrage ultra important parce qu'en fait, il hallucine complet et qu'il ne se souvient plus que la veille, il avait mis 10 heures à le créer. Vous allez vraiment, vraiment, vraiment être déçu. Donc, profitez du système de versionnage, de Git, de la sauvegarde, mais avancez avec d'extrêmes précautions par rapport à Composer. Le chat, c'est effectivement pas mal, par exemple, pour l'onboarding de collaborateurs. Ça peut être pas mal pour expliquer des fonctions, des méthodes, des endroits, des architectures dans le code qui sont un petit peu complexes. Et ensuite, le mode inline, effectivement, pour tout ce qui va être refactoring, pour tout ce qui va être petite méthode rapide dont on a besoin à tel ou tel endroit, je pense que c'est vraiment pas mal. Et surtout, en fait, le mode inline, il est branché sur l'expertise du développeur. C'est-à-dire que le mode inline, c'est vraiment l'extension de vos mains. C'est fais-moi ça à tel endroit, de manière précise. À la différence de Composer, on arrive, on lui file un code base, un fichier, un dossier, on lui dit bon voilà, fais-moi ça. Hop. Ou grosso modo à tel endroit avec tel ou tel spec. Mais on lui laisse beaucoup plus de champ libre. Le mode inline, déjà, il peut faire uniquement les modifications dans le fichier dans lequel il est et pas ailleurs. Et il ne peut pas trop sortir des guardrails que vous allez lui donner, des limites que vous allez lui donner. Donc plus le legacy avance, moins vous allez utiliser Composer. Donc ça, c'est important. Effectivement, cette corrélation risque-volume de code, c'est des outils qui sont très 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 bien pour sortir des POC, des MVP très rapidement. C'est-à-dire que en fait, vous allez pouvoir étonner votre direction technique ou vos stakeholders en sortant des prototypes plus vite que votre ombre. Par contre, après, il y aura un drawback, c'est que de l'autre côté, quand il faudra vraiment les passer en prod, ils vont pas comprendre pourquoi ça prend 10 fois plus de temps. Et vous allez leur dire, non mais attends, en fait, on a codé comme des crados parce qu'il fallait aller vite, mais on a un super POC. On a même réussi à faire un joli front-end alors qu'on a que des développeurs back-end. Mais après, derrière, vous aurez le couteau sous la gorge d'aller très très vite. Donc, il faut vraiment utiliser ces outils avec pas mal d'encadrement, puisqu'il y a pas mal de CTO là. Enfin, pas mal. Il y a quelques CTO, engineering managers et tout qui sont avec nous. Faites vraiment attention, mais je pense que c'est quand même important de les prendre en main et d'avoir une démarche. Il faut faire attention au potentiel de régression que peuvent entraîner ces outils. Moi, pour info, j'ai redémarré 2 ou 3 fois le même projet parce qu'en fait, j'avais tout bousillé. Parce que ce qui se passe, c'est que quand... et ça, c'est important aussi. Quand on fait une session de coding, on revient le lendemain. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les LLM sont très fortement Alzheimer. C'est-à-dire qu'en fait, le lendemain, il se souvient de rien. Si tu n'as pas documenté, si tu n'as pas tout archivé, etc., et il revient sur le truc, et en fait, c'est un peu Dory dans Nemo, en fait. Elle se retourne et elle ne sait plus ce qu'elle a codé la veille. Et ça, c'est super important à garder en tête, parce que si vous ne voulez pas repartir de zéro, je sais qu'il y a des gens qui l'ont fait pour d'autres outils, mais je pense que ça peut être vraiment valable de le faire pour Cursor ou Copilot. C'est des sortes de mémoire en fait, intermédiaires. C'est-à-dire, en fait, dès qu'on démarre une session de coding, on lui fait lire un fichier, base de connaissances, et d'où peut-être justement le rack spécifique, etc., où on lui dit, ben voilà, tu es dans tel projet, dans tel cadre, tu as telle architecture, tu as telle contrainte, on a essayé déjà telle et telle et telle chose, c'est les obstacles, on utilise du BDD, du DDD, du TDD, du ce que tu veux, on utilise tel ou tel coding practice, etc. Donc on lui pose son contexte, et on lui demande de maintenir à jour cette base de connaissances en fonction des sessions dans lesquelles on avance dans le temps. Donc à chaque fin de session, on a aussi un script qui lui dit bah, tu vas mettre à jour tel fichier avec toutes les nouvelles connaissances qu'on a intégrées, tant en termes de progression, tant en termes de machin, etc. Donc là, il y a la possibilité de lui faire avoir une vraie mémoire. J'ai pas encore testé ça, mais je pense que ça peut être... Enfin, je pense que c'est indispensable. Il faut un système comme ça à un moment donné, de pouvoir pas réinventer la roue et de lui reposer tout le contexte. Ah, ok, tu travailles dans tel contexte, tu as tel projet, tu as telle architecture. On va pas le faire 10 fois 10 jours. Il faut avoir quelque chose comme ça sur ces projets. Je pense que c'est vachement important. Je pense que c'est vachement important. Hop. Les risques, je vous les ai quand même pas mal dit. Hein.
une dette technique qui est effectivement difficilement palpable et matérialisable. Le code peut être parfois non optimisé et ou redondant. Plus les langages et les technos vont être récentes, mais c'est complètement logique, moins ces outils vont être bons, parce qu'en fait, ils se sont entraînés sur beaucoup moins de data. Je ne sais pas si vous demandez, j'en sais rien, de faire un projet en Rust ou en Zig, il aura quand même plus de mal à vous pondre quelque chose à l'état de l'art, vu que l'état de l'art est quand même relativement jeune sur ces langages. Donc, sur quelque chose sur du TypeScript, du JS, du Python et des technos plus éprouvés, il a plus de data sur lequel il a été entraîné, donc il est meilleur. Donc ça, il faut faire attention, puisque ces outils seront moins bons sur des nouvelles technos, vraiment, vraiment nouvelles. Et les bonnes pratiques, mais je ne vais rien vous apprendre parce qu'en fait, c'est les bonnes pratiques que vous utilisez et qu'on doit utiliser dans les équipes qui sont faites avec majoritairement ou qu'avec des humains. C'est-à-dire qu'en fait, le LLM, ça va être pareil. C'est-à-dire que des standards, des best practices, des guidelines, des revues et du professionnalisme en fait dans l'acceptation ou non de ces nouveaux outils et du code qui en provient. Alors, ce qui peut être vraiment important et là aussi difficilement à la fois palpable et gérable en tant que manager d'équipe tech ou CTO, etc., c'est on accepte de perdre un peu de compréhension du truc. C'est quoi l'arbitrage entre j'accepte qu'il me fasse du code et juste je veux que ça marche et non, je vais passer le temps qu'il faut parce qu'il faut qu'absolument je le comprenne de manière complètement profonde, etc. Et ça peut être dangereux et le curseur, sans mauvais jeu de mots, est difficilement plaçable en fait dans cet arbitrage parce que oui, ça permet d'aller très vite, mais en fait à quel risque et à quel dépend et qu'est-ce qu'on doit lâcher de l'autre côté. Et puis la difficulté à maintenir le code, la génération réflexe de génération systématique. En fait, je pense qu'aujourd'hui, moi, je suis complètement addict à ce genre d'outils. C'est-à-dire que je ne pourrais plus jamais, je pense, développer sans ces outils-là. Mais je pense que les gens qui les utilisent vraiment de manière importante ne pourraient plus travailler sans. C'est comme si demain je vous disais est-ce que tu pourrais vivre sans téléphone portable et en fait pour moi c'est une commodité et je sais que c'est loin d'être le réflexe de beaucoup de développeurs qui pour différentes raisons qui sont légitimes la peur, l'anxiété encore un nouvel outil, etc., peuvent être plutôt des fois réticents à passer ce type d'outil là. Moi j'estime que c'est une transformation profonde de notre métier et qu'il faut être dessus si on veut en être acteur potentiellement plutôt que spectateur et vraiment laisser libre cours et être complètement dépendant de tout ça en fait. Voilà, si vous suivez pas un peu des best practices et si vous encadrez pas tout ça, vous allez vous planter. Donc ce qui est super important, je pense, plus vous allez laisser du champ libre au LLM dans sa génération de code, plus il a un risque de vous générer de la merde et du code de mauvaise qualité, voire du code que vous voulez pas, voire du code dupliqué, redondant, non optimisé, etc. J'en passe et les mégas. Donc, retour aux fondamentaux. C'est-à-dire que là où, je prends l'exemple du TDD, il y a quand même tous les bouquins de code et d'architecture vous disent qu'il faut faire du TDD. Il n'y a pas un humain qui fait entièrement du TDD, parce qu'en fait, c'est pas humain, quoi. Par contre, je pense que vraiment, pour l'usage en collaboration, en co-construction avec les LLM, le retour à des best practices, à de l'architecture, à de l'ingénierie logicielle vraiment éprouvée, importante, qu'on utilisait en tant qu'humain, oui ou non, plus ou moins. Là, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment les utiliser. C'est vrai que je pense que, par exemple, pour développer des nouveaux projets, ça peut être vraiment très bien de développer en TDD, parce que si on dit au LLM, si on lui dit sur les tables de la loi, dans sa cursor rules, tu ne développeras aucun morceau de code, ni méthode, ni quoi que ce soit qui fasse passer les tests en rouge, et tu n'accepteras pas que les tests passent en rouge pour tout ce que tu vas développer, déjà ça l'encadre le truc. Ça va éviter qu'ils te disent « Ah oui, tu as raison,
19 000 fois avec 19 000 solutions différentes, en fait. Donc, je pense qu'il faut vraiment les encadrer. Je pense qu'il faut en revenir à des concepts et des principes et des bonnes pratiques d'architecture logicielle et d'ingénierie logicielle. C'est on ne peut plus important. Que ce soit les design patterns, que ce soit le DDD, que ce soit effectivement le TDD. Tout ça, c'est super important. Ensuite, vous aurez aussi des... J'ai remarqué qu'il y avait un prompt qui marchait vachement bien quand le LLM commençait à partir un petit peu en hallucination. Souvent à la fin, parce qu'au bout d'un moment, en fait, il commence à, je sais pas, complètement tourner en rond, il perd les pédales et au bout d'un moment, il y a une petite bascule et vous avez intérêt à la voir cette bascule où là, il va commencer à vous proposer des trucs qui sont potentiellement, il va bousiller tout ton code base. Tout ce que tu as fait depuis des jours, il va le bousiller. Il va te proposer le truc de retirer 85% du fichier make ou il va décider de te réécrire un fichier CSS à côté avec des styles complètement nouveaux. Il va complètement dérailler. Et pour être passé par ce genre de truc-là, et c'est franchement rageant, à certains moments, je lui dis, c'est pas compliqué. Je veux que toutes les modifications dans tel ou tel ou tel fichier, je veux que absolument aucune ligne de code que tu rajoutes ou aucune ligne de code que tu retires ne soit pas justifiée. Je veux que tu me justifies absolument tous les ajouts ou toutes les suppressions et pourquoi tu les fais. Genre une espèce de chain of thought en fait. C'est-à-dire en fait, grosso modo, tu me proposes de supprimer 85% de mon makefile. Pourquoi? Comment tu le justifies en fait? Et là, il va te dire de lui-même, ah oui, vous avez raison, c'est peut-être pas une super bonne idée en fait. Donc ça, c'est quand même vraiment important. Les modèles peuvent dérailler, c'est non déterministe. Il faut l'avoir en tête. C'est pas un if, else, etc. Il peut vous proposer des trucs bien, mais il peut aussi vous proposer de tout raser. Donc faites super gaffe. Des idées qui me viennent par là, et je pense que ça peut être super intéressant d'avoir des bibliothèques de prompts éventuellement versionnées, éventuellement classées soit par produit, soit par catégorie, domaine, pour pouvoir partager avec ses équipes si vous devez l'utiliser en équipe. Je pense qu'il faut aussi avoir des cursor rules partagés. Bon là, je vous partagerai, mais vous avez toute une liste de ressources que je vous partagerai ensuite pour pouvoir avoir effectivement les meilleurs cursor rules en fonction des typologies de projets, en fonction des technos, etc. Pourquoi pas des notepads contextuels? Donc ça, c'est le notepad, c'est l'espèce de template qui vous permet, grosso modo, d'avoir une espèce de pré-programme qui vous fait des choses plus rapidement. Donc dans cette idée de sauvegarde ou de restauration du contexte de session, ça peut être intéressant encore une fois, à explorer, parce qu'on est vraiment au début de tout ça. Et puis cette partie, on l'a évoqué aussi tout à l'heure, d'avoir un rack spécifique, soit avec sa code base, soit avec une base de connaissances qui permettrait en fait de venir vraiment du coup enrichir et encore plus permettre au LLM d'aller chercher les informations qui vous intéressent et qui vous regardent par rapport à vos domaines de compétences, vos projets, vos archives, vos technos, etc. Et qui s'enrichissent au fur et à mesure. Et je pense que ça peut être vraiment assez intéressant à mettre en place. Donc voilà, quelques éléments wrap-up pour résumer un petit peu tout ce qu'on s'est dit. Moi, je pense qu'il faut préférer l'action à l'inaction, tout en sachant qu'en fait, je pense que c'est vraiment plus des freins psychologiques, sociaux et humains que des freins technologiques. Mais je pense qu'en tant que leader dans la tech, ou même en tant que développeur, tech lead, etc., ou même en tant s'il y a des PDG ou des CEO, etc., je pense qu'il faut prendre en main et prendre cette révolution et en être acteur plutôt qu'en dépendre. Ça va impliquer forcément à un moment donné pour les décideurs des questions de gouvernance et de stratégie. C'est-à-dire où est-ce que j'amène mon équipe, ma boîte, ma tech, c'est quoi ma vision par rapport à ça, qu'est-ce que je leur propose maintenant, dans 3 mois, dans 6 mois, comment j'accompagne mes équipes là-dedans, parce que c'est quand même super important. Il y a beaucoup d'anxiété, de peur qui sont issues, à raison et légitime, de ces nouvelles technologies. Et je pense que le meilleur moyen de ne pas en avoir peur, c'est de les prendre et de les utiliser et de s'adapter. C'est aussi inconfortable de sortir de sa zone de confort, mais c'est super important d'être capable d'évoluer. Aujourd'hui, je vois encore beaucoup de développeurs, développeuses sur pilote automatique qui regardent le truc passer en disant ouais, pas pour moi. Je pense que c'est risqué. Benchmarker, faites des tests, prévoyez du temps sur la roadmap parce que il y a besoin de temps pour travailler sur ces outils-là, les maîtriser.
Il y a besoin de se casser la gueule, il y a besoin de tester des choses. Et ça, c'est vraiment important. Et si vous ne le faites pas, soit vous êtes en risque, soit potentiellement vous allez être déçu par les résultats. Voilà. Ensuite, ce que je trouve, c'est que l'IA peut vraiment être un élément fort des changements dans les équipes. Ça peut remettre du sens, remettre de la discussion. Ça peut recréer du lien. Vous pouvez avoir aussi ce côté, vous avez toujours des early adopters ou des advocates ou des ambassadeurs dans vos équipes ou dans les équipes techniques qui sont vraiment des geeks, des nerds un peu comme moi qui ont envie de regarder et qui peuvent être des moteurs en fait dans recréer de la dynamique et du sens dans des équipes techniques. Et puis ensuite, il ne faut pas l'oublier aussi, il y aura des différences entre les boîtes qui auront adopté ces technologies ou qui auront à minima une gouvernance, une politique, une vision par rapport à l'usage et par rapport à l'appropriation de ces outils dans leur entreprise. Il y aura des gens et des talents qui, à un moment donné, vont te dire ah ouais, mais attends, moi, en fait, si vous êtes encore sous Notepad pour développer votre vieux back-end tout pourri et il n'y a personne qui utilise de l'IA, moi, je ne vais pas. Et je pense que ça peut être important. Ça peut être important, en tout cas, il faut le garder en tête. Il y aura des entreprises qui vont s'en emparer. Il y a des entreprises qui s'en emparent. Et il y aura des entreprises qui iront plus vite et qui auront une politique par rapport à ça qui sera claire. Voilà. Le dernier point, c'est que en tant que technicien, on a forcément des biais très, très technologiques. Ça ne sera jamais une problématique technique et technologique, en fait. Tout ce qu'on voit là, c'est tech, c'est machin, c'est sympa, ça clignote, ça peut aider, ça peut permettre d'aller super vite et tout ça, et c'est sexy et c'est cool. Mais en fait, ces transformations-là, elles seront avant tout, les problématiques et les obstacles sont avant tout des obstacles et problématiques humains, et je pense que c'est vraiment important de le garder en tête. C'est l'humain qui drivera ces transformations-là et pas la technique et la technologie. Voilà. Et là, je vous ai mis pas mal de ressources, je vous les partagerai. La doc sur Cursor, dont j'ai dit beaucoup de bien. Les Cursor Rules, le forum de Cursor. Une ou deux ou trois personnes que je suis sur Twitter et qui sont quand même à la fois plus super actifs et proactifs et font des trucs de fou pour certains. Et puis ensuite, différentes alternatives. Je me suis limité à 4, sinon il n'y aurait pas de place sur la slide. Mais effectivement, Replit. Alors, Replit et V0 qui sont finalement... Replit V0 et Bolt qui sont 3 éditeurs online avec des environnements virtuels, etc. Donc, vraiment différents. Et Windsurf qui est proche de Cursor mais qui a un IDE qu'ils ont reconstruit from scratch. Pour ça, d'ailleurs, je vous conseille l'écoute de 2 épisodes de podcast de Swix. Le podcast s'appelle Latent Space. C'est en anglais. Et les 2 derniers épisodes sont respectivement sur le fondateur de Windsurf, les fondateurs de Windsurf et les fondateurs de Bolt. Et je crois qu'on a fait le tour. Merci à vous. On a quelques questions. Une bonne question. Alors, attends, je ne sais pas si vous voyez mon écran là. Voilà. C'est le tableau de bord de mon compte sur du coup. Donc vous voyez que je suis quand même un gros dégueulasse. Donc des requêtes, j'en ai fait 3500. Ça, c'est leur tableau de bord de la version business. Donc ce petit truc là, donc qui est absolument qui sert à rien. Honnêtement, j'ai pas la réponse par rapport aux requêtes lentes ou rapides. Et là aussi, c'est un petit peu obscur en fait. Donc là, est-ce qu'ils nous le disent? Donc GPT-4, 4o, Claude, Sonnet 3.5 sont comptés comme des modèles premium, ok. Mais en fait, on n'a pas les lentes. En fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on a utilisé toutes les rapides, les requêtes rapides, on se retrouve balancé sur les lentes. Et là, en fonction du nombre d'utilisateurs qu'on a, on voit marqué qu'on est dans une espèce de file d'attente. Alors, ça peut aller vite, mais il y a des fois où ça peut quand même très clairement aller lentement. Je pense que c'est vraiment une question d'usage et essayer vous-même. Ça dépend vraiment de l'utilisation. Ensuite, ce que je sais, il y a aussi Devin qui est sorti, qui est à $500 par mois. Ce que je pense, c'est que ces outils vont augmenter en termes de tarifs de manière absolument certaine dans les 3 à 6 mois qui vont venir. Quand je dis augmenter, c'est probablement multiplié par 2, 3 ou 4, parce qu'en fait, la valeur perçue et la valeur proposée par ces outils-là
est beaucoup plus importante, en fait, selon moi, que 20 ou 40 dollars par tête de pipe. Question? Une autre question de Mathieu. Ouais, alors, c'est une bonne question. Est-ce que j'ai des retours sur la partie test unitaire? Non, et ça m'ennuie. Enfin, si, plutôt. J'ai essayé de mettre après coup toute une couche de tests, PyTest, test unitaire sur un projet qu'on avait. Et j'ai tourné en rond pendant plusieurs heures. Enfin, le modèle et moi avons tourné en rond pendant plusieurs heures. Parce que c'était des tests un peu complexes avec du besoin de moquer, besoin de faire des connexions dans tous les sens, etc. Et honnêtement, malgré la doc, malgré tous les prompts que j'ai pu lui donner, malgré les codes bases, les contextes, en fait, le LLM m'a vraiment pondu des trucs qui, genre, marchaient pas. Les tests en eux-mêmes marchaient pas. C'est pas que les tests ne passaient pas, c'est qu'il a écrit ça vraiment avec les pieds. Et j'ai pas d'expérience, j'ai pas d'expérience en TDD. Et j'aimerais vraiment faire des tests sur une approche purement TDD dès le départ pour voir si on peut passer au-delà de l'écueil de quand même au bout d'un moment à certaines ils font de la merde quand même. Donc vraiment se prémunir et mettre beaucoup de guardrails quoi. Une question de Nicolas. Comment tu concilies ce côté accélérateur versus la confidentialité ou le côté environnemental? Alors, c'est une super bonne question. Pour info, lorsqu'on est sur la version business, pas vous dire de conneries, je crois que quand on est sur la version business, il y a comment on appelle ça? La confidentialité systématique, c'est là-dedans. Ici. Privacy mode. Donc, si c'est sur on, alors tu vois, c'est marrant, mais c'est obligatoirement sur on. J'aime bien les drop-down où en fait, tu as juste un choix. C'est un concept. Mais effectivement, après, ils ont une privacy policy que j'ai pas lu complètement et qu'il faudrait lire. Et le côté environnemental, c'est quand même une vaste question. C'est une question qui est vraiment aujourd'hui, moi, j'ai essayé de coder avec des modèles open source, par exemple, à la fois plus petits et donc, du coup, censés être aussi plus frugaux, moins énergivores, etc. etc. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucun modèle open source qui arrive à ce que Sonnet 3.5 peut faire en termes de qualité de code. Aucun. En fait, le travail que je fais aujourd'hui, j'estime que je fais probablement 80% de travail de plus que ce que je faisais il y a 18 mois ou un an. Et en fait, la question, c'est est-ce que ça bouffe de l'énergie? Oui. Est-ce que j'en suis conscient et ça me fait quelque chose? Oui. Mais d'un autre côté, je pense aussi qu'on a besoin de faire avancer ces technos pour les rendre meilleurs, pour les rendre plus frugales. Ça va arriver. On commence déjà à avoir des modèles qui sont des modèles 1 milliard de paramètres qui font la même chose que des modèles qui faisaient 8 milliards, etc. Donc je pense qu'on va aller vers une diminution. Et puis il y a aussi de l'autre côté, pour les providers qu'on utilise, tout un tas d'outils, que ce soit le prompt caching ou tout un tas d'outils qui font que normalement ça consomme quand même un petit peu moins, mais il est vrai que ça consomme beaucoup. Et aujourd'hui, c'est une vraie question. C'est une vraie question à laquelle j'ai pas, à laquelle je pense, mais à laquelle j'ai pas de réponse. Enfin, j'ai pas de réponse. Moi, je suis accélérationniste et je pense que il va y avoir des découvertes majeures et potentiellement la possibilité, avec ces technologies, de résoudre des problèmes et un héritage dont on a hérité depuis des générations et des générations, que ce soit le climat, que ce soit l'énergie, que ce soit la santé, la médecine. Toutes les semaines, tous les jours, vous voyez des nouvelles découvertes qui sont rendues possibles par des IA, que ce soit le diagnostic du cancer du sein, que ce soit des nouveaux traitements, justement, que ce soit, je regardais une nana qui a retrouvé une vue, la première à 20 sur 20 à chaque œil alors qu'elle était aveugle. Ils expliquaient que grâce à notamment des technologies enrichies beaucoup à l'IA. Moi, ce que je pense, c'est que ces technologies vont nous permettre de résoudre des problèmes qui aujourd'hui sont absolument insolubles, mis à part se mettre en décroissance totale, ce qui est un non-sens parce que on aura une inertie et si on se met même en décroissance pendant les 50 prochaines années, on va continuer à tout cramer.
Donc, ce que je veux dire, c'est que j'ai envie d'accélérer pour essayer de trouver des solutions le plus rapidement possible, tout en gardant quand même nos valeurs, notre éthique et des encadrements voilà, pour éviter de faire totalement n'importe quoi, comme la boîte à San Francisco qui dit arrêtez d'employer des humains, quoi. Voilà, je pense que c'est toujours un arbitrage, c'est toujours compliqué. Après, c'est vachement personnel aussi. Dernière question. Allez. Ouais, j'ai essayé Windsurf. Pas mal du tout. Vraiment pas mal du tout. Très très intéressant. C'est un bon compétiteur. Il y a des choses aussi intéressantes, c'est qu'ils utilisent là où Cursor est un gros wrapper et utilise vraiment les modèles externes complètement, Windsurf, pour avoir écouté leur podcast là récemment, ils utilisent des modèles internes à eux. Et ils ont refait l'IDE from scratch, donc c'est pas un VS Code. Et je trouve leur approche assez intéressante et même en fait, ce qui a permis le décollage de Cursor, c'est vraiment l'UI UX. Donc, Windsurf a aussi un très très bon UI UX. Et en fait, ce qui a aussi été très dommageable à Copilot, en tout cas au début, maintenant je sais pas, mais c'était une UI UX qui était assez pourrie. Puis le fait d'être uniquement branché sur un type de modèle, mais ça aussi, ça a changé. Donc, je crois que l'UI UX est super importante, même pour des développeurs qui codent sur un écran noir toute la journée. La facilité, là, je ne sais pas si vous voyez tout à l'heure où je vous disais, effectivement, vous avez le command L, le command K quand vous êtes en inline, etc. Et je trouve que le côté fluidité est super important. Et donc Windsurf, je conseille de tester aussi. Je crois qu'ils ont un modèle de tarification qui est complètement différent de Cursor. Et c'est vraiment deux approches complètement différentes. Encore une fois, je vous renvoie vers le podcast, les deux podcasts de Latent Space qui sont vraiment cool là-dessus, qui sont très récents. Une dernière remarque de Didier. Il disait justement apprendre et maîtriser les prompts, c'est beaucoup de temps. Est-ce que je ne vais pas plutôt utiliser le temps pour améliorer mes compétences en tant que dev plutôt que d'apprendre à utiliser un intermédiaire, surtout si je dois être capable de reviewer tout ce que l'IA a pu faire comme modif. Elle est bien ta question, mais elle est presque métaphysique et philosophique. Moi, je pense qu'il y a un changement de paradigme. Je pense, enfin, ça c'est vraiment mon avis personnel, je pense que le but final en fait de l'informatique, c'est de supprimer l'informatique. C'est donc de nous automatiser complètement. Je pense qu'avec ces outils-là, mais c'est qu'une étape, les LLM, il y aura probablement d'autres technos, d'autres paradigmes, etc. On s'approche, même avec le mode agent, de quelque chose qui fait qu'on a une quasi-autonomie pour créer du software, en fait, et avec une intelligence artificielle. Donc, ce que je pense qu'il y aura une étape intermédiaire dans laquelle on va être plutôt des product managers ou product owners qui allons expliquer ce qu'on veut en langage naturel. Pour l'instant, on l'explique même langage naturel qui dit quoi faire avec du code. Plus tard, on dira vraiment quoi faire sous forme de feature. Et encore plus tard, on pensera à des choses et ça ira super vite. Mais je pense que toute la couche software ingénierie, dans moins de 10 ans, il n'y a aucune espèce de raison qu'elle soit faite par des êtres humains encore, je pense. Ça créera d'énormes problèmes qui ne seront pas des problèmes techniques, qui seront des problèmes de société. Parce que si on en arrive là, ça veut dire qu'en fait, on aura aussi disrupté le travail en lui-même. Et en fait, la question, c'est de savoir ce qu'on va faire après. Et là, je vous ramène au podcast qu'on a fait avec Flavien Chervet, justement là-dessus, qui est un peu sur la prospection et qui est assez intéressant là-dessus. Ça pose vraiment beaucoup de questions. Donc, il y avait David Miner Hanson, qui est le fondateur de Ruby, comme tout le monde, Ruby on Rails, pardon, comme tout le monde le sait, qui disait mais moi, ces outils, ils sont vraiment top. Par contre, il y a un vrai autre problème, c'est que moi, j'aime développer. J'aime faire du code beau, propre, le comprendre, le machin, etc. J'aime l'architecture, j'aime cette logique et cette gymnastique intellectuelle. Et là, je te rejoins, en fait, Didier, c'est que finalement, ça te retire, en fait, ce que tu aimes faire, quelque part. C'est comme les gens qui font de la création de contenu, ils vont te dire, j'aime écrire. Le traducteur, il va te dire, j'aime traduire, en fait. Et ça nous retire, on tire le tapis, on nous tire, en fait, le métier qu'on avait dans les mains. Littéralement l'ouvrage, le métier, et du coup, oui, tu peux continuer à t'améliorer mais en fait, à un moment donné, ces outils-là vont devenir
vraiment, vraiment, vraiment meilleur. Vraiment, vraiment, vraiment meilleur. Dans une comparaison, ils vont faire en quelques dixièmes de seconde des choses qui nous mettraient des jours, des semaines à faire. Donc, je pense que c'est ramé à contre-courant. Je pense que l'histoire va vers ça. Et maintenant, aller vers ça, ça veut pas dire faire n'importe quoi. Encore une fois, ça veut pas dire demain matin, écoute Pierre, putain, c'était top ton stream là, je vais supprimer, je vais supprimer la moitié de mon équipe technique. Merci, au revoir. Ce que commencent à faire les Américains d'ailleurs. Donc, et ça, c'est une autre histoire, parce qu'effectivement, si tu peux être 30% plus productif avec ces outils, ça veut dire qu'en fait, tu peux faire la même chose avec 30% de moins. Et ça, c'est une vraie question. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir été présent. N'hésitez pas à me faire vos retours personnellement par LinkedIn. Merci en tout cas pour votre écoute et votre temps.